Chers amis, shalom. Le 15 mai 1948, au lendemain même de la proclamation de l'État d'Israël, les armées régulières de l'Égypte, la Transjordanie, la Syrie, le Liban et l'Irak, aidées par l'Arabie saoudite et le Yémen, franchissent simultanément les frontières du jeune État. Ce que David Ben-Gurion avait annoncé la veille au soir devient réalité. Israël à peine né doit combattre seul pour son droit à exister. En Occident, comme dans les chancelleries arabes, personne ne donne cher de sa survie. Beaucoup d'observateurs militaires prédisent que le jeune État sera balayé avant la fin de l'été. Zacharie 4, verset 6. C'est ici la parole de l'Éternel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Un peuple seul face à 5 armées. Le rapport de force semble sans appel. Face aux armées régulières arabes, dotées de blindés, d'artillerie lourde et d'une aviation moderne, Israël ne peut aligner que la Haganah et ses milices, tout juste unifiées en une armée régulière, Tsahal, la force de défense d'Israël. Environ 30 000 combattants, parfois un seul fusil pour 3 hommes, doivent défendre un territoire exigu. Un embargo international sur les livraisons d'armes, décrété par les Nations Unies, pénalise surtout Israël, qui ne dispose d'aucune industrie militaire. Dans le plus grand secret, des armes légères, des munitions et quelques avions de chasse sont achetés en Tchécoslovaquie et acheminés de nuit par un pont aérien improvisé. L'opération Balak devient un maillon vital, providentiel, de la survie du jeune État. À ces forces s'ajoutent des milliers de volontaires juifs, souvent d'anciens soldats de la Seconde Guerre mondiale, regroupés sous le nom de Machal, pilotes, mécaniciens, artilleurs, mettent leur expérience au service de la jeune armée d'Israël. La bataille de la route de Jérusalem. Dès avril 1948, des milices arabes coupent la route reliant Tel Aviv à Jérusalem, où plus de 100 000 juifs se retrouvent assiégés, privés de vivres, d'eau et de munitions. Pour rouvrir ce corridor, la Haganah lance l'opération Narshon, du nom du premier homme, selon la tradition, à s'être avancé dans la mer Rouge lors de la sortie d'Égypte. Plus de 1500 combattants, appuyés par les toutes premières armes venues de Tchécoslovaquie, escortent alors de longs convois de camions blindés improvisés jusqu'à Jérusalem. L'opération permet de ravitailler Jérusalem et de soulager une population affamée. Mais les combats de la Troune, qui contrôlent la route vers la ville, coûtent cher aux Israéliens. Malgré plusieurs assauts, ils ne parviennent pas à prendre le village et la route reste sous la menace de la Légion arabe. La route de Birmanie. La Troune ne pouvant être gagnée malgré plusieurs tentatives, les Israéliens tracent en juin 1948, sous le regard des observateurs de l'ONU, une piste de contournement secrète à travers les collines de Judée. Cette route est baptisée route de Birmanie, en écho à la piste que les Alliés avaient construite en Asie durant la Seconde Guerre mondiale pour ravitailler la Chine. Elle permet ainsi d'acheminer vers Jérusalem de nuit et à dos de mulet, puis par camion, des convois de vivres. Cette prouesse logistique sauve littéralement Jérusalem-Ouest d'une capitulation. Les combats de Jérusalem. À l'intérieur même de Jérusalem, la guerre prend un tour extrêmement difficile. La Légion arabe transjordanienne, la mieux entraînée et équipée des armées arabes, encercle progressivement la vieille ville. Et après des combats acharnés dans les ruelles étroites, le quartier juif de la vieille ville tombe. Ses combattants épuisés se rendent. Ses habitants sont faits prisonniers, mettant fin à une présence juive continue de plusieurs siècles à l'intérieur des murailles. Tandis que le quartier juif de la vieille ville tombe, les quartiers juifs construits hors des murailles, à l'ouest de Jérusalem, résistent, malgré les bombardements, le rationnement et le siège, avec l'énergie farouche de ceux qui savent n'avoir d'autre choix que de vaincre ou de disparaître.
Les trêves de l'ONU. Deux trêves en juillet 1948, négociées sous l'égide des Nations Unies par le médiateur suédois Folke Bernadotte, entrecoupent les combats de l'été. Chaque camp met à profit ce répit pour se réarmer, se réorganiser et intégrer de nouvelles recrues, notamment parmi les rescapés de la Shoah tout juste arrivés d'Europe. Tsahal, désormais unifié sous un commandement unique et mieux équipé grâce aux livraisons tchécoslovaques, en sort renforcé. Entre-temps, Bernadotte présente un plan de paix que les dirigeants israéliens jugent très défavorable, surtout concernant Jérusalem. Le 17 septembre 1948, il est assassiné à Jérusalem par des membres du Lehi, un attentat qui ternit durablement l'image internationale du jeune État d'Israël. Les victoires successives de Tsahal. À partir de l'été 1948, l'initiative militaire bascule du côté israélien. L'opération Dani libère les villes de Lod et de Ramleh et sécurise l'arrière de Jérusalem. Au sud, l'opération Yoav repousse l'armée égyptienne et isole plusieurs de ses garnisons, tandis qu'au nord, l'opération Hiram chasse l'armée de libération arabe hors de toute la Haute-Galilée. Front après front, Tsahal, hier encore à peine armé et sans expérience, impose sa supériorité et repousse les armées ennemies bien au-delà des lignes prévues par le plan de partage de 1947. Les accords d'armistice de 1949. De janvier à juillet 1949, sous l'égide des Nations Unies, une série d'accords d'armistice bilatéraux est signée sur l'île de Rhodes avec l'Égypte, le Liban, la Transjordanie et la Syrie. Ces lignes d'armistice, connues plus tard sous le nom de lignes vertes, ne constituent que de simples lignes de cessez-le-feu provisoire et non des frontières reconnues. Mais elles dessineront dans les faits la carte du Proche-Orient pour près de 20 ans. Les conséquences de la guerre. Au terme de ce conflit désormais appelé guerre d'indépendance, de novembre 47 à juillet 49, la carte de la Palestine mandataire est profondément bouleversée. Israël contrôle désormais environ 78% du territoire, bien au-delà des frontières initialement prévues par le plan de partage de 1947. Jérusalem se retrouve coupée en deux par une ligne de démarcation traversant la ville, et la partie occidentale reste sous souveraineté israélienne, tandis que la vieille ville et la partie orientale passent sous contrôle jordanien, ce qui rendra le mont du Temple et le Kotel, le mur occidental, inaccessibles aux Juifs pendant près de 20 ans. La Judée-Samarie, bientôt appelée Cisjordanie, est annexée par la Transjordanie qui devient le royaume hachémite de Jordanie. La bande de Gaza passe sous administration égyptienne. Le plan de partage adopté par l'ONU en 1947, prévoyant donc la création de deux États juifs et arabes, n'est pas appliqué. Accepté par les dirigeants juifs mais rejeté par les Arabes, le plan ne débouche finalement que sur la naissance d'Israël. La guerre également laisse derrière elle des centaines de milliers de réfugiés arabes dont le sort demeure encore aujourd'hui l'un des points les plus sensibles du conflit israélo-arabe. Parallèlement, plusieurs centaines de milliers de juifs vivant dans les pays arabes sont eux aussi contraints de quitter des terres où leur communauté était établie depuis l'Antiquité. Contre 5 armées régulières et contre tous les pronostics militaires et politiques, le jeune État Israël a survécu et s'est même agrandi. Mais cette victoire a eu un prix immense. 6 000 Israéliens auront donné leur vie pour défendre le pays naissant. Ce que beaucoup jugeaient impossible cependant, l'Éternel l'a accompli, non par la puissance des armes, ni par la force du nombre, mais par sa volonté. Amen. Dans la prochaine vidéo, nous clôturerons cette série en faisant un survol de la période 1881-1949.